Si on regarde ce qui se passe depuis, déjà d'ailleurs depuis la prise de pouvoir de Poutine, si on veut résumer, Poutine n'a fait, depuis qu'il a pris le pouvoir et qu'il a mis un terme à la gabegie des oligarques qui étaient couvertes par le Elstine, il a fait que tendre la main aux Européens. Les conditions économiques en Russie aujourd'hui ne nous permettent pas de devenir un membre à part entière de la communauté européenne. Mais cela ne doit pas nous empêcher d'élargir notre coopération tous azimuts avec l'Europe. Et je n'exclus pas qu'un jour, entre l'Union européenne et la Russie, on ait sur l'agenda la question de notre intégration. L'Europe reste un partenaire traditionnel clé pour la Russie, et le fait qu'elle s'élargisse ne nous crée pas de problème. Il faut que les deux côtés soient prêts à coopérer à un rythme qui soit acceptable par les deux parties. Il est absolument hors de question pour nous, Russes, que l'Europe soit à nouveau divisée. Et je n'exclus pas qu'à un certain moment, notre coopération, par sa densité, ressemble à une adhésion à l'Union européenne. Les Européens ont refusé depuis des décennies maintenant la main tendue de Poutine qui voulait effectivement intégrer l'Europe, sans intégrer ni l'Union européenne ni quoi que ce soit, mais intégrer l'Europe. Ensuite, il faut se rappeler que quand Gorbatchev a accepté la destruction, enfin la fin du pacte de Varsovie, en face on lui avait dit donc que ça serait la fin aussi de l'OTAN, puisque l'OTAN n'était là que pour faire pièce au pacte de Varsovie. Alors je voudrais rappeler, c'est même un point fondamental, que quand Gorbatchev et le chancelier Kohl ont débattu de la réunification possible de l'Allemagne, Gorbatchev avait posé comme condition que l'OTAN ne s'élargirait pas à l'Est. Et là-dessus, on peut raconter ce qu'on veut, mais et le chancelier Kohl et James Baker avaient écouté le discours et avaient admis que oui, c'était évidemment l'OTAN n'aurait pas de raison de s'élargir à l'Est dès lors que tout le système changeait. J'ai moi-même posé la question à Gorbatchev un jour, parce que ça m'a torturé. Je lui ai dit, mais expliquez-moi, pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait acter ça par écrit? Et Gorbatchev m'a dit très gentiment, il m'a dit, écoutez, on commençait à traiter en gens qui avaient un esprit démocratique avec des démocrates. On a pensé qu'on était entre gens normaux, de bonne compagnie. Par conséquent, je n'allais pas leur dire de me signer un papier. Bon, Gorbatchev n'en est toujours pas revenu. Qu'un engagement pris soit balayé comme ça. Ça vous montre l'ampleur, je dirais, du désarroi des Russes devant ce dialogue de sourds avec le monde occidental. Donc il y a eu en fait disparition du pacte de Varsovie, donc une Russie un peu généreuse et s'en remettant à la bonne volonté de l'Empire américain, on va le dire comme ça. Et derrière, au lieu de tenir sa promesse, cet Empire américain, ça a commencé avec Reagan et ça s'est poursuivi avec Bush père et fils, et ça s'est même poursuivi sous Obama malgré sa négritude physique et d'apparence. Et ben l'Empire américain, qu'on va appeler comme ça, même si les Américains n'y sont pas pour grand-chose, n'a fait que pousser ses pions pour se mettre de plus en plus en danger par des intégrations successives de tous les anciens étrangers proches russes qui avant étaient d'ailleurs dans l'Empire soviétique. Ils ont tous intégré l'OTAN progressivement. Malgré l'engagement fait à Gorbatchev, l'OTAN poursuit son avancée vers l'Est. Polonais, Hongrois, Tchèques, Roumains, Bulgares, puis Pays-Baltes rejoignent le bloc de l'Ouest. Un véritable encerclement, une trahison. Pour Poutine, c'est une véritable rupture de contrat qu'il n'a toujours pas digérée aujourd'hui. Et on est bien là dans l'idée, en réalité, d'avoir poussé Poutine jusqu'à bout pour que ce soit lui qui déclenche l'offensive. Alors qu'en réalité, s'il déclenche pas l'offensive, il accepte en fait la fin de la Russie ou la fin de la reconstitution de la Russie, comme d'une certaine manière, après la guerre de 14 et par le traité de Versailles, la République de Weimar, on avait imposé à l'Allemagne, qui était devenue la grande puissance continentale de par son génie propre, on lui avait imposé par la force de renoncer à son destin manifeste, qui ne doit pas être compris comme celui d'Hitler, qui est un judaïsme inversé, mais qu'en fait, si la France avait été la grande nation européenne au XVIIe et au XVIIIe siècle de manière évidente, à partir du XIXe et de manière certaine au XXe, l'Allemagne était la puissance continentale qui faisait pièce à la puissance anglaise. Voilà. Et on a interdit à l'Allemagne d'exister selon son potentiel évident par le traité de Versailles, puis par toutes les humiliations subies sous la République de Weimar. Quant à l'Allemagne, soumise à un impitoyable blocus qui dura même après la guerre et qui fit plusieurs centaines de milliers de morts, elle dut signer sans discuter l'inique traité de Versailles.
L'article 231 faisait de l'Allemagne l'unique responsable de la guerre et la forçait ainsi à réparer tous les dégâts, notamment les dommages causés aux propriétés par les opérations militaires, les frais de l'assistance fournis par l'État aux familles démobilisées, les pensions payées par l'État aux victimes militaires de la guerre. C'était absolument sans précédent dans l'histoire moderne. Ajoutons à cela que l'Allemagne était désormais coupée en deux au motif qu'il fallait donner un accès à la mer à la Pologne nouvellement reconstituée. Les vainqueurs, pour cela, avaient créé le corridor polonais. C'était un peu comme si, je sais pas, au motif de donner un accès maritime à la Suisse, on avait coupé la France en deux le long du Rhône par un corridor helvétique. Quel Français aurait pu accepter cela ? Et la provocation que subit aujourd'hui Poutine, effectivement, ressemble aux provocations qu'a subi Hitler, qui s'appelait le couloir de Danzig et la question des Sudètes, où des territoires qui appartenaient avant à l'Allemagne et qui avaient été donnés à la Pologne, il suffit de regarder les cartes, faisaient que des minorités allemandes en pays étrangers subissaient des humiliations et des persécutions bien agitées par toujours les mêmes, je dirais. Dans les mois qui suivirent, toutefois, la situation se dégrada en Pologne, où les exactions contre la minorité allemande se multiplièrent, provoquant des vagues de réfugiés. Au 23 août 1939, on en comptait 70 000, dont 45 000 fugitifs de la Haute-Silésie polonaise. Et qu'à un moment donné, Hitler, qui avait fait renaître l'Allemagne puissance, avait dit « trop c'est trop ». Weitere Unterdrückungsmaßnahmen gegen das dortige Deutschtum vornehmen würde. Oder wenn Polen versuchen sollte, auf dem Weg zollpolitischer Maßnahmen Danzig wirtschaftlich zu vernichten, dass dann Deutschland nicht mehr länger untätig zusehen könnte. Alors la grosse différence entre Poutine et Hitler, il y en a deux. Déjà, Hitler prétendait, avec une vision eschatologique, prendre le pouvoir au nom de la supériorité raciale du peuple germanique, appelé la race des seigneurs, qui devait donc prendre la place de ce qu'il appelait la domination juive. C'est-à-dire qu'on est bien là dans un peuple élu inversé. Hitler avait toujours en tête de lancer une campagne vers l'Est. Sa perception de l'Union soviétique était celle d'une nation de Slaves dominée par des maîtres juifs et bolcheviques. Sous l'impulsion d'Hitler, les nazis avaient comme objectif prioritaire de tuer, de déporter ou de réduire en esclavage la Russie et toutes les populations slaves afin de repeupler ces pays de populations de sang germanique pur. Hitler, quand il a voulu lancer sa croisade de puissance et d'insoumission, s'est appuyé sur une théorie raciale et sur l'idée de la supériorité du peuple germanique avec l'idée de Germania et du Reich de Milan. Donc on a vraiment une vision religieuse derrière, alors que Poutine ne prétend pas que les Slaves sont le peuple élu ou le nouveau peuple élu. Poutine est un acteur raisonnable qui veut rétablir une multipolarité avec un discours, je dirais, totalement antifasciste. Les résultats de la Seconde Guerre mondiale sont sacrés, tout comme les sacrifices de notre peuple sur l'autel de la victoire sur le nazisme. Et cela ne contredit pas les hautes valeurs des droits de l'homme et des libertés fondées sur les réalités de toutes les décennies d'après-guerre. Cela n'annule pas non plus le droit des peuples à l'autodétermination stipulé par l'article 1er de la Charte des Nations Unies. Je tiens à vous rappeler que ni lors de la création de l'URSS, ni après la Seconde Guerre mondiale, personne n'a jamais demandé aux habitants de certains territoires faisant partie de l'Ukraine d'alors comment ils voulaient eux-mêmes organiser leur vie. Notre politique est fondée sur la liberté de choix, permettant à chacun de déterminer en toute indépendance son propre avenir et celui de ses enfants. Et nous considérons qu'il est important que ce droit, le droit de faire son choix, puisse être exercé par tous les peuples vivant sur le territoire de l'Ukraine contemporaine. Ce qui veut dire que Poutine est tout sauf un dingue. Là, je rappelle aussi que Poutine est sans doute l'acteur le plus raisonnable de tous les hommes politiques mondiaux aujourd'hui, en tout cas dans notre sphère. On verra bien d'ailleurs quand il parle à Bolton de l'aigle américain qui a à la fois des flèches dans une griffe et des olives dans l'autre.
Looks like your eagle has eaten all the olives and what is left only the arrows. Il dit vous venez me voir parce que vous n'avez plus que les flèches, vous n'avez plus d'olives. C'est-à-dire qu'en gros, vous n'avez plus que la guerre parce que vous êtes ruinés. C'est ça que Poutine sait et c'est ça qu'il dit à Bolton. On mettra ce petit moment très très symbolique. But I didn't bring any more olives. Но оливковые ветви, оливки я с собой не привез. Я так и думал. That's what I thought. Et deuxième chose très importante, c'est que Hitler, on comprend d'ailleurs l'offensive Barbarossa, s'est payé l'URSS avec en plus les Américains dans le dos. C'est-à-dire qu'il s'est payé l'Empire de l'Est, lâché par l'Empire de l'Ouest. Car aussi, pareil, Hitler pensait raisonnablement que pour faire front au communisme mondial, qui était quand même l'ennemi juré officiellement du capitalisme, et que comme son espace vital était à l'Est, il pensait donc que les démocraties capitalistes occidentales le laisseraient faire le travail, en fait, de s'opposer à Staline. Or, ce qu'on peut constater, et je demande toujours à Nina Kroaritz qu'elle m'explique comment se fait-il que, si c'est ça l'explication du monde, comment se fait-il que les capitalistes anticommunistes aient à fond perdu aider Staline, c'est le maître du communisme mondial, ont tout misé pour que Staline gagne à Stalingrad contre Hitler, parce que c'est là que ça s'est joué. Alors que normalement, Hitler était quand même un libéral de type libéral national, qui était dans le camp occidental et qui était censé protéger l'Europe, la déferlante asiato-communiste. Or, je rappelle que par ce choix qu'ont fait les démocraties occidentales pilotées, on va dire, par les États-Unis et ce qu'il y a au-dessus des États-Unis déjà à l'époque, on a donné à Staline et à l'URSS la moitié de l'Europe chrétienne jusqu'en 1989. Donc là aussi, il y a là où l'histoire ne fonctionne pas bien. Hein. C'est comme Bernard Lévy voulant aider à tout prix les nazis en Ukraine. Et là, c'est pareil, c'est des capitalistes qui prétendent à la fois que le communisme est le plus grand danger, mais qui financent le communisme contre quelqu'un qui veut protéger l'Europe libérale de la déferlante communiste. Le 11 décembre 1941, 6 mois après avoir envahi la Russie, le Führer annonce solennellement que l'Allemagne déclare la guerre aux États-Unis. Hitler dit « Le monde anglo-saxon juif et capitaliste forme un seul front avec le bolchevisme. » Donc la grande différence qui fait que tout se joue en ce moment de manière très intéressante, c'est qu'Hitler a fait la guerre à l'URSS avec les Américains dans le dos, ce qui était quand même les deux superpuissances à venir, hein, alors que Poutine a avec lui la puissance chinoise, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui le pays qui a les armes les plus avancées, c'est l'armée russe, avec l'économie la plus puissante du monde qui est l'économie chinoise, qui a décidé de mettre un terme à l'avancée du nouvel ordre mondial, quelle que soit la définition qu'on en donne. C'est ça la réalité. Et donc, de ce point de vue-là, Poutine est beaucoup mieux armé que Hitler, ça c'est clair, la comparaison s'arrête là. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos élites actuelles, médiatico-politiques, qui nous parlent du déclassement d'une certaine manière de Poutine et de son isolement, ne sont pas en train de comprendre qu'en réalité, c'est nous qui sommes déclassés et isolés, qu'en réalité, si on voit que Poutine a derrière lui la Chine, la neutralité de l'Inde comme allié objectif aux États-Unis, Trump, qui reviendra sans doute sur la catastrophe Biden, les Émirats arabes qui attendent de voir qui sera le vainqueur avant de se prononcer, un pays comme le Brésil, avec Bolsonaro, qui refuse de prendre parti, donc ce qui veut dire prendre parti pour Poutine d'une certaine manière, sans parler du Venezuela, etc., etc. Quand on montre réellement la carte du monde, en réalité, la puissance montante est la puissance russo-chinoise, la puissance déclinante est la puissance mondialiste, qu'on va dire aujourd'hui américaine pour simplifier, et nous malheureusement sommes le pays qui faisons le plus le tapin pour cet empire en déclin et qui allons le payer le plus cher. Et ça nous renvoie exactement au commentaire que fait Medvedev en ce moment sur le discours incroyablement agressif, stupide et belliqueux de notre stupide ministre Le Maire, qui, je le rappelle, a dans un livre autobiographique écrit ce qui lui semblait sans doute nécessaire, comment il se masturbait dans son bain. Je me laissais envahir par la chaleur du bain, la lumière de la lagune qui venait flotter sur les glaces de la porte, le savon de thé vert et la main de Pauline qui me caressait doucement le sexe. Bruno Le Maire, le ministre.
Là, je pense que la France, si elle n'a pas un sursaut et qu'elle ne fait pas le grand ménage chez elle, est en phase de déclassement terminal, tellement elle est le caniche nain des mondialistes et des mondialistes fous.